D'abord, je souhaite remercier Maureen et tous les organisateurs de m'avoir invité. Je vous souhaite le bonjour, et ce de la part des IRSC aussi. Vous savez, ma femme a étudié longtemps, et quand les gens... moi aussi, j'étudiais depuis longtemps, et quand un jour on m'a dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» j'ai dit j'étais étudiant, j'ai dit ça longtemps, et à ma femme, elle a dit qu'elle chômait, elle le dit toujours. Et même qu'elle est mendiante en chef. Je parle de soins néonataux, mais en fait, je parle de modèle de changement. Et je me sers des soins néonataux à titre d'exemple. J'ai fondé le réseau canadien néonatal en 1995 et là, toutes les unités néonatales du Canada sont incluses. Nous faisons la collecte de tous les renseignements et nous servons de ces données pour établir des comparaisons. L'idée étant qu'on souhaite découvrir qui a de bons résultats, qui n'en a pas et pourquoi. Et ensuite, on produit un rapport annuel qui montre les résultats à tous les hôpitaux de différents types de patients pour qu'on puisse améliorer les soins. Donc, pourquoi? Pourquoi le faire? Les soins ou l'histoire des soins néonataux a commencé dans les années 1960 avec John F. Kennedy. Son fils aîné était prématuré et il avait le syndrome de détresse respiratoire. En 1960, le seul hôpital au monde qui offrait la ventilation à ces bébés était l'hôpital pour enfants de Toronto, sur une base expérimentale. Donc, un débat national a suivi aux États-Unis, savoir est-ce qu'on devrait envoyer le fils du président à Toronto pour se faire traiter. Ils ont décidé de ne pas le faire, ils l'ont gardé à Bethesda et le bébé est mort. À partir de ce jour, le gouvernement aux États-Unis a investi beaucoup d'argent dans les soins néonataux et surtout les soins intensifs néonataux, car autrement, ils étaient seulement vus dans l'unité pédiatrique. Et comme vous le voyez à la diapo ici, à gauche, des années 60 à 80, on a constaté d'énormes améliorations du point de vue des résultats, mortalité, parmi tant d'autres. Il y avait beaucoup d'optimisme par rapport à ce qu'on pouvait faire pour les jeunes bébés. Mais de 90 à 2010, on constate un plateau des résultats. On ne constate plus d'amélioration dans les résultats, et ce, nulle part dans le monde. Et beaucoup de gens disent peut-être qu'on est arrivé à la limite de notre technologie. Peut-être qu'il nous faut un autre genre de technologie, un saut, un bond en avant de pouvoir améliorer les résultats. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans l'intérim? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc, on a regardé nos résultats au Canada, du réseau, et on a constaté qu'il y a des différences selon l'hôpital. Certains avaient de meilleurs résultats pour certaines choses et inversement. Donc, la question est devenue, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelque chose? Parce que si d'aucuns ont de meilleurs résultats que d'autres, peut-on se servir de cette expérience, de ces renseignements, de cette expertise pour élargir les bons résultats? Et donc, c'était l'explication du mouvement. À l'époque, il y avait deux moyens par lesquels on changeait les pratiques. On disait, bon, A est mieux que B et on essayait de convaincre les autres, ou alors on faisait une amélioration continue de la qualité, ce qu'on appelle CQI. Le problème avec la méthode traditionnelle, c'est que, bon, ça coûte très cher. Vous devez montrer que B est mieux que A pour telle et telle autre raison. Il faut toutes sortes d'analyses, donc ce n'est pas très pratique. De l'autre côté, nos scientifiques n'étaient pas d'accord avec l'amélioration continue de la qualité. Ils disaient, ce n'est pas scientifique. Vous copiez la méthode de l'autre hôpital et vous espérez que ça marche. On commence à voir si ça va marcher. Peut-être qu'il y a un facteur qui ne va pas, etc. Ils avaient raison. Donc, on était perplexes. On voulait faire quelque chose, mais aucune de ces méthodes ne pouvait fonctionner. Donc, on a essayé d'inclure la science dans l'amélioration de la qualité. Donc, on a trois cercles, examiner les données probantes. D'abord, on a examiné la littérature scientifique, mais surtout, on a conçu des moyens par lesquels on pouvait mesurer les processus de soins et ensuite les résultats et établir des liens. Ainsi, comprendre
qu'est-ce qui fonctionnait pour les hôpitaux, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et cibler ce qui n'allait pas. Ensuite, le contexte. Ce n'est pas seulement ce que vous savez, c'est plutôt si vous vous comportez comme il le faut. Ici, les comportements individuels et organisationnels vous permettent d'agir comme il se doit. Et enfin, la facilitation. Le changement est très, très difficile à accepter. Même les gestionnaires ont du mal à imposer des changements. Donc, on a des équipes de gens qui sont spécialisés dans le changement et son adoption. Voici les résultats. On a pris le projet, on a fait une étude randomisée pour montrer que ça pouvait marcher. On l'a mis à l'épreuve dans 12 hôpitaux et on a montré que c'était positif, que ça réduisait les taux d'infection de 32 et les maladies chroniques du poumon de 32 Donc, on a montré que ça marchait. Ensuite, on a donné des lignes directrices cliniques. On a dit, voici ce qui marche, faites-le tous. Et on a observé pendant 2 ans. Les 12 hôpitaux originaux dans le projet pilote qui ont commencé le produit EPIC ont continué à s'améliorer. Et tous les autres hôpitaux n'ont rien vu comme amélioration, aucun impact. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens quoi faire, il faut qu'il y ait un changement comportemental, un changement organisationnel. Les lignes directrices ne suffisent pas sans ce qui suit. Donc, on s'est dit, ça ne va pas. On est retourné aux IRSC. On a obtenu 5 années supplémentaires de financement et on s'est donné des objectifs importants. On s'est dit, on va réduire la mortalité, la morbidité dans toutes les unités néonatales de moitié. Tout le monde a pensé que c'était des objectifs complètement délirants. On en est à la 3e année et je suis heureux de vous montrer les résultats. 1/3 de réduction dans les taux de maladies graves, des yeux causant la cécité, des infections nosocomiales et des infections intestinales graves avec mortalité élevée. Et la réduction moyenne de 2 jours de durée d'hospitalisation. Donc, il y a 28 d'augmentation des bébés qui n'ont aucune complication. Et je suis assez optimiste qu'à la fin des 5 ans, on aura diminué la morbidité et la mortalité de 50 Et je pense que, d'ailleurs, bien des pays se tournent vers nous pour savoir comment on le fait. Maintenant, je vais parler de quelque chose de différent. Les soins familiaux intégrés. On a regardé ce qui se passait à l'extérieur du Canada avec des partenaires. Et on s'est dit, peut-être que d'autres pays font des choses intéressantes. Regardons ce que d'autres font. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. L'Estonie. Vous vous dites l'Estonie, mais ce n'est pas un pays développé. Voici une unité de maternité. Lorsque vous entrez dans l'unité de maternité, vous voyez, il y a un lit double. Mais les mamans sont admises avec les papas lorsqu'elles accouchent. Et on s'est dit, bon, au Canada, si vous allez dans une unité de maternité, vous avez un lit pour la mère et le mari, lui, doit dormir dans un fauteuil. Alors, et on dit qu'on est axé sur la famille. Non, mais c'est vrai, ça va pas. Alors, lorsqu'un bébé est admis aux soins intensifs en Estonie, l'équipe comprend un médecin, un psychologue, un thérapeute et une sage-femme. Ils s'occupent non seulement du bébé, mais aussi de la famille, de sorte que lorsque vous vous occupez du bébé dans l'hôpital, vous vous occupez de toute la famille, parce qu'ils disent que les bébés qui ont du mal ont des familles qui ont du mal. Et on s'est dit, bon, c'est ça, un service axé sur la famille. Ici, vous avez un petit gymnase. C'est pas pour le personnel, c'est pour les parents. Je vais vous montrer pourquoi. L'Estonie était un pays très pauvre. C'est toujours un pays pauvre. Ça faisait partie de l'URSS, donc il n'y avait pas d'argent, pas d'infirmières, etc. Ils ont commencé à se servir des parents pour s'occuper des enfants. Donc, au cours des années 70, ils ont commencé à demander aux parents de s'occuper des enfants. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que ça a donné de bons résultats. Alors maintenant, partout au pays, en Estonie, lorsqu'un bébé est admis à l'unité de soins intensifs, un parent est également admis. Et ce parent reste 24 heures sur 24 pour s'occuper du bébé. Le travail du parent, c'est de s'occuper de l'enfant. L'infirmière fait juste enseigner
aux parents quoi faire avec l'enfant. Qu'est-ce que j'entends par là? Les infirmières font les intraveineuses, etc., parce qu'il faut des compétences particulières. Mais autre que ça, ce sont les parents qui s'en occupent. Ils font les graphies, etc. Ils font vraiment tout. Ils ont constaté une réduction de 30 des infections, 30 de gain de poids, 20 de réduction de PDS, réduction de 50 en utilisation. Et donc, depuis 40 ans, ça fait partie des normes en Estonie. Dans l'Ouest, on se disait, ben, si vous voulez vous occuper d'un malade, il faut avoir une expertise particulière. Non, les parents peuvent le faire. Et il y avait des circonstances sociales différentes, mais bon. Personne d'autre ne le faisait, alors ça m'intéressait. Alors j'ai parlé à nos collègues ici, et les médecins étaient très sceptiques. Ils disaient, écoutez, c'est un pays qui n'est pas très avancé. Ici, au Canada, c'est différent. J'ai parlé aux infirmières, elles n'étaient pas contentes du tout. Elles ont dit que j'essayais de voler leur emploi, que les mamans, les papas n'avaient pas d'expertise. Et d'ailleurs, les parents ont d'autres obligations. Alors, j'ai été parler au comité des parents et eux trouvaient que c'était une idée géniale. Donc, j'ai formé un comité multidisciplinaire. J'ai fait venir des médecins, des infirmières et toutes sortes de parents. Et j'ai dit aux parents, dites-nous comment faire fonctionner ça au Canada. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Comment est-ce qu'on leur enseigne? Etc. Et je leur ai donné les rênes. On oublie que les parents ne sont pas que des parents. Ce sont des avocats, des enseignants, des médecins, des infirmières. Il y a un avocat qui disait, moi, je m'occuperai du juridique. Et un enseignant disait, moi, je m'occuperai de l'éducatif. On a passé 6 mois et après 6 mois, on avait un classeur comme ça. Ils avaient pensé à tout. Qu'est-ce qu'un parent peut faire? Comment est-ce qu'on peut lui enseigner? Comment on le fait s'il n'est pas compétent? Comment est-ce qu'on évalue les compétences? Etc., etc. Moi, j'étais vraiment étonnée et impressionnée. Donc, on a été à l'hôpital examiner tout ce qui était juridique, éthique, etc. Et ensuite, on a commencé une étude pilote pour voir si ça pouvait fonctionner au Canada. Alors, on a recruté 40 patients et 80 patients de contrôle. Et j'ai mis de côté 4 lits sur nos 57 lits. 4 lits au Mont-Sinaï. Et les infirmières n'étaient pas d'accord du tout. Alors, très souvent, j'ai dû demander des volontaires. Alors, je me servais d'infirmières volontaires. Alors, voici ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, les soins centrés sur la famille. Au milieu, vous avez le bébé. Ensuite, vous avez les professionnels et les parents sont en dehors. Ce qu'on appelle des soins centrés sur la famille, c'est un processus qui nous permet d'organiser nos activités pour que ce ne soit pas trop peu commode lorsqu'un parent veut visiter son bébé. Ce qu'il faut obtenir, c'est plutôt ce modèle-ci, où la famille est au centre. La famille est au centre de ce que vous essayez de faire. Et les parents sont intégrés à l'ensemble du processus. Non seulement ça, ils sont vraiment au centre de la prise de décision. Alors, on a obtenu du financement de la Alberta Heritage Foundation et du ministère des Services sociaux et de la Santé de l'Ontario. On a recruté des bébés qui avaient besoin de ventilateurs, ce qu'on appelle CPAP, et on a proposé un modèle où les parents devaient être présents au moins 8 heures par jour pour offrir des soins, parce qu'on ne savait pas s'ils pouvaient passer 24 heures. Et la majorité ont commencé par 8, ils ont continué jusqu'à 16, 18, 20, enfin, presque toute la journée. Et on a eu un soutien extraordinaire de la part des parents et des parents bénévoles. On estimait qu'on aurait de 20 à 30 d'engagement parce que les parents avaient d'autres engagements, mais on a eu 80 d'engagement. Et on parle de gens qui avaient toutes sortes de niveaux d'éducation, toutes sortes d'antécédents socio-économiques, etc. Alors, voici nos résultats. Ils sont fracassants. Le groupe
qui était partie du projet pilote a vu une amélioration de 25 en gain de poids. Baisse des infections nosocomiales de 11,5 à 0. Les parents ne vous laisseront jamais toucher leur bébé si vous ne lavez pas vos mains. Réduction des rapports d'incidents critiques, réduction de 10 à 0 parce que les parents donnent les médicaments qu'on leur dit de donner. Réduction du stress parental. Augmentation de la satisfaction des parents jusqu'à 85 Donc, tout ça est très positif. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que toutes ces autres infirmières qui étaient très sceptiques au départ observaient cela avec beaucoup d'attention et au final, elles ont dit qu'on avait eu raison et elles appuient le projet. On a aussi fait venir des parents. Beaucoup de parents sont venus pour offrir du soutien, pour être aidants. On a eu des parents qui venaient appuyer d'autres parents. Les parents s'entraidaient dans l'unité, ils s'enseignaient. 50 de l'enseignement se fait par d'autres parents. Et maintenant, on a embauché un parent qui est parent coordonnateur. La liaison entre les parents et les infirmières. À partir de là, donc maintenant, on vient de publier ce document, la semaine dernière d'ailleurs, l'article, et il y a beaucoup d'intérêt partout au Canada, mais ailleurs dans le monde. Tout le monde se dit, ah bon, c'est très différent. Parce que ça change complètement l'organisation des soins et la structure de pouvoir de prise de décision. Ces parents font partie de l'équipe médicale. Ils prennent des décisions. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un bébé souffrait beaucoup d'apnée, c'est-à-dire qu'il arrêtait de respirer la nuit parce que son cerveau n'est pas assez mature, etc. Et il ne se rappelait pas de respirer. Donc, on traite les bébés qui souffrent d'apnée du sommeil par un stimulant. On intube également et on ventile. Alors, il y avait un bébé qui en souffrait tellement qu'il a fallu l'intuber. Et la mère a dit non. Je sais que ce n'est pas bon pour les poumons de mon bébé, je ne veux pas. Et l'infirmière a dit, mais on n'a pas le choix. Et la mère a dit, vous savez, moi j'ai constaté que chaque fois que vous donnez cette solution à mon bébé, elle a beaucoup plus d'apnée. Et j'y ai goûté, ça goûte dégueulasse, c'est comme de la rouille. Et moi, je parie que c'est parce que mon enfant n'aime pas le goût de ces médicaments. Et l'infirmière s'est dit, bon, c'est ça, oui, sans doute. Mais la mère a tout à fait raison de négocier. Alors, l'infirmière dit, bon, je vais changer la solution à l'iode pour une solution aux fraises. Et la mère a dit, d'accord, alors vous pouvez l'intuber. Elle l'a goûté, ça allait. Et devinez quoi? Plus d'apnée. Et moi, je me dis, combien de bébés est-ce qu'on intube? Et on ne réalise pas que c'est parce que le goût ne leur plaît pas. Bon, alors maintenant, on a du financement des IRSC. On va avoir un contrôle randomisé de groupe dans 16 hôpitaux. On espère avoir les résultats l'année prochaine. Il y a beaucoup d'enthousiasme partout au Canada. Nos infirmières, nos parents enseignent à tout le monde, leur disent quoi faire, etc. Et si ça marche, si les résultats sont aussi bons que pour le projet pilote, ça deviendra une norme de service pour toute SSNI d'ici l'année prochaine au Canada. In addition, we've applied for an NCE grant. A lot of enthusiasm. En plus des financements des IRSC, on a beaucoup d'enthousiasme des hôpitaux communautaires, car les hôpitaux communautaires manquent de personnel. Donc d'ici 2 ans, j'espère que tous les hôpitaux qui s'occupent d'enfants feront ça. Alors, j'aimerais parler quelque chose. Les stratégies NEC. On a des infections graves de l'intestin qui causent plus de décès. 7 de décès parmi les enfants qui ont un faible poids à la naissance. Et personne ne sait quoi faire avec. Sauf au Japon, où c'est 0,5 pas 7. Alors, j'ai été au Japon et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'infection, vos bébés? Ils mangent du sushi? Et ils ont dit, bon, on ne sait pas. Mais il y a 10 ans, on était à 7 aussi. On a fait toutes sortes de choses et maintenant, c'est 0,5 Alors, j'ai envoyé une équipe au Japon et leur travail était de passer 1 semaine là-bas, observer et noter ce que faisaient les Japonais de différent. J'ai examiné la littérature et il n'y a rien à trouver. Donc, il y a 2 choses qui m'impressionnent. D'abord,
Ils ne permettent pas le lait de vache et ils alimentent très agressivement. Donc, on n'intube pas du tout, pas d'intraveineuse. On donne simplement du lait de la mère et ils prennent beaucoup de poids. Donc, on a pris les deux pires hôpitaux du Canada, 10% et 8% de NEC, et on a essayé ces deux choses. En un an, on est arrivé à moins de 1%. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le lait de vache, c'est pour les vaches. Et le lait d'humain, c'est pour les bébés. C'est pas toujours une question de technologie, le lait de remplacement pour bébé, c'est une question de sens commun. Notre travail, c'est d'aider la nature, pas de la remplacer. Il ne faut pas l'oublier, il faut être modeste. Alors maintenant, nous diffusons ça au Canada. Nous aidons les maires. Et en Ontario, il y aura un nouveau service qui va ouvrir le mois prochain. Et on espère pouvoir donner du lait maternel à tous les bébés en Ontario. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, on espère qu'on aura réglé ce problème de NEC. On l'aura amené à 0,5% comme on l'a vu. Je saute une diapo. Je vais vous laisser sur quelques réflexions. D'abord, ce dont je parle, c'est de changer le paradigme des soins. Je suis un économiste. J'ai un doctorat en économie. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup étudié dans ce domaine. Et je peux vous dire que ici au Canada, on ne résout pas des problèmes. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on y appose des sparadraps, et c'est tout. Des band-aids. Et Jeffrey Simpson, dans ses réflexions de ce matin, il avait raison. On veut faire des gains d'efficience, améliorer l'efficience et tout ça, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire dans les gains d'efficience. On ne peut pas sans arrêt faire des progrès sur les gains d'efficience. Et ce que je vois dans les hôpitaux, le gouvernement, par exemple, dit « on va réduire votre budget de 10%. » Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce cas-là? Bon, on baisse le volume de 10%. Parce que notre modèle de soins est le même. On dit, bon, ben, on fera moins d'opérations chirurgicales, moins d'autres choses. Mais ça ne règle pas les problèmes. Enfin, en bout de ligne, oui, bien sûr, il faut faire des gains d'efficience, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais il faut s'attaquer au fait qu'en fait, c'est le modèle de prestation des soins qui doit changer. On doit retourner aux points fondamentaux. On ne peut pas sans arrêt utiliser le même paradigme de soins parce que à ce moment-là, ça ne changera jamais, ça ne changera pas le coût unitaire. Et c'est seulement en changeant le paradigme, le modèle même, qu'on va changer le coût unitaire des soins. Et c'est à ça que sert notre modèle. C'est comment on change la manière dont on assure la prestation des soins pour le faire de manière plus intelligente. Deuxième réflexion. Le changement, c'est très difficile. On m'a appelé beaucoup de choses. On a dit que je suis un perturbateur, un embêteur, un empêcheur de tourner en rond, etc. Tout ça, c'était poli en plus. Mais en fait, c'est très difficile d'amener les gens à changer. Et plus l'institution est célèbre, plus le changement est difficile. J'ai constaté que les petites institutions sont celles qui sont le plus prêtes à changer. Mais ce qu'il faut, c'est apporter des changements. Il faut faire des changements. Donc, mon message, c'est celui-là. Vous êtes les leaders. Vous devez être audacieux. Et vous devez vous assurer qu'on va atteindre ces objectifs. Sinon, les générations suivantes reviendront encore ici se plaindre. Merci. Je crois qu'on a du temps pour 1 ou 2 questions. Oui? Sean. Micro, s'il vous plaît, monsieur. Dans votre description, vous n'êtes pas allé en Hollande, parce que en Hollande, le modèle de soins est encore plus différent. Et donc, ce qu'on a, c'est que c'est toujours centré sur l'hôpital, mais ce qu'on veut faire, c'est changer le modèle de prestation des soins et l'amener en dehors de l'hôpital. Oui, nous sommes allés dans de nombreux pays pour voir ce qu'ils font. Et nous ciblons ce que nous faisons, parce qu'on ne peut pas non plus circuler sans arrêt dans le monde entier.
Mais vous avez bien raison, il y a des modèles différents. J'ai choisi ces deux-là parce que c'est des exemples assez spectaculaires. Et ce n'est pas des gens qui se font de la médecine basée sur des données probantes. Ce sont des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit, ça c'est peut-être une bonne idée, qui l'ont mise à l'essai et qui ont analysé les résultats. D'autres questions? Bev Johnson, de l'Institut for Family and Patients Care des États-Unis. Je vous félicite de votre initiative, de votre volonté de repenser le modèle de prestation des soins. J'espère que tout le monde ici va penser à ce que vous avez dit et à la manière dont vous avez entrepris cet apprentissage, c'est-à-dire ce dont vous parlez est tout aussi pertinent, pas seulement pour les bébés, mais aussi pour les personnes âgées, pour la fin de vie. Donc j'espère que tout le monde va penser à ce mode de réflexion, si vous voulez, pour tout le continuum des soins. Merci. Je ne l'ai pas dit, mais ce que vous dites est vrai. Ce modèle de soins qu'on utilise, on peut l'appliquer dans les soins intensifs, on peut probablement l'appliquer aussi en soins chroniques, en gériatrie, etc. Il faut le tester en tout cas. Ce qui est drôle, en Afrique, ils nous disent, mais nous, on savait tout ça. On fait ça depuis des années parce que nous, on n'avait pas d'infirmière, de toute façon. Merci.